Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Hardcore. Dans cet épisode, on va commencer un nouveau livre dont vous êtes le héros, et en même temps une nouvelle série. Il s'agit de la série des Portes Interdites. J'avais dit dans l'épisode précédent justement qu'on avait fini la trilogie de Zagor, donc on avait fait 3 défis fantastiques d'affilée. Et hormis la trilogie de Zagor, la plupart des défis fantastiques sont bien distincts les uns des autres, qui ne forment pas une suite. Donc on va commencer une série de livres à part. Et j'ai choisi pour commencer donc la série des Portes Interdites, avec le premier tome qui sera donc L'horreur dans la vallée. C'est une série assez courte, il n'y a que 2 tomes, le deuxième est La terreur hors du temps, donc on fera ensuite. Je ne me suis pas spoilé sur le contenu des livres du tout, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais juste qu'ils ont quand même la particularité d'être cotés assez bien en termes de qualité. Ils sont assez bien reçus par la critique et par les lecteurs. Et également, ils sont quand même pas si connus que ça. Moi, je sais que j'en avais jamais entendu parler. J'avais entendu parler des Astres d'Or, Dragon d'Or, La Voix du Tigre, Les Défis Fantastiques, Les Loups Solitaires, tout ça. Mais Les Portes Interdites, c'est pas une série si connue que ça, a priori. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Il semblerait que ça soit un univers qui soit un peu différent des défis fantastiques, étant donné que ça a l'air d'être plutôt quelque chose d'horreur contemporaine ou quelque chose du genre. Je ne relis pas la quatrième de couverture, jamais, comme ça j'ai pas envie de me gâcher le plaisir. Donc on va commencer ça, je sais pas combien de temps ça va prendre, ni si ce sont des livres difficiles ou non. Donc on va bien voir, mais comme d'habitude on applique toujours les règles habituelles, c'est à savoir pas de triche et pas de retour en arrière ou d'autre chose. On y va comme prévu par le livre-jeu. Donc tant pis si ça prend 10 essais, 20 essais ou 30 essais de le faire. Et on va surtout essayer de prendre du plaisir et de découvrir l'univers. Alors, j'ai déjà fait comme d'habitude un petit pré-mâchage des règles. Donc je nous ai fait une feuille d'aventure légèrement différente de celle qu'on avait habituellement. Et les règles sont vraiment très simples. Donc on va commencer directement par ça. À savoir qu'au lieu d'avoir simplement 3 caractéristiques comme d'habitude avec les défis fantastiques, cette fois-ci on va en avoir 5. Donc on a dans l'ordre la force, le psychisme et la dextérité qui sont des caractéristiques a priori qui vont nous permettre de faire des tests pour vérifier si on est assez apte physiquement parlant ou psychiquement parlant. Et enfin, l'endurance et la résistance qui sont en vérité nos points de vie et nos points de résistance mentale. Donc si l'un ou l'autre arrive à 0, c'est là qu'on finira notre aventure. Donc on va commencer directement par déterminer nos caractéristiques. J'ai hâte de me lancer, donc on y va. Alors pour cela, on lance un dé, et on va rajouter 3, tout simplement, au résultat. Donc on va faire dans l'ordre, hein, force, puis psychisme, puis dextérité. Donc pour la force, on va commencer par un bête 2. Hop. Donc ça nous fera plus 3, un total de 5. J'ai laissé les caractéristiques départ et actuelles, je ne sais pas exactement si la série des pentes interdites applique le fait de pouvoir réduire la force, l'endurance, tout ça, donc on verra bien. A priori, oui, c'est quand même plutôt logique de garder ça. Ensuite, on calcule notre psychisme, donc ça va être notre force mentale et peut-être notre résistance aux attaques mentales, j'en sais rien, on va voir bien. Donc on a fait un 5, c'est pas mal, plus 3, ça va faire un 8. Et enfin, notre dextérité, qui sera la capacité à manipuler ce qui nous entoure, un solide 4, plus 3, ça fera 7. Voilà. Donc, pour ce qui est des caractéristiques d'endurance et de résistance, là, c'est un peu plus délicat. Parce que les jets de dés qu'on vient de faire, vont influencer en fait tout le reste, à savoir que notre endurance, c'est 2 fois notre force. Donc, on va avoir 10 points d'endurance. Donc si on est assez faible en termes de force, on est finalement assez faible en termes d'endurance, ce qui est plutôt logique. Et pareil pour notre résistance, qui est égale à 2 fois notre psychisme. Donc c'est effectivement tout à fait logique quand on regarde quelqu'un qui est très fort mentalement, par exemple, c'est normal qu'il ait beaucoup de résistance mentale. Et quelqu'un qui est très fort physiquement, c'est normal qu'il ait beaucoup d'endurance.
Par contre, effectivement, ça veut dire que si on rate un jet de force, eh ben, on sera à la fois moins bon en test de force et on aura moins de points de vie. Donc les lancers de dés sont assez cruciaux. Au-delà de ça, les règles sont vraiment très simples. À savoir qu'à chaque fois, on va juste nous demander de faire des tests. Donc parmi ces 3 caractéristiques, il s'agira juste de lancer 2 dés et de faire un résultat inférieur ou égal à notre caractéristique pour réussir. Donc par exemple, là je vois que pour faire un test de force, ça va être compliqué. Il faut faire 5 ou moins pour réussir un test de force. Le psychisme, ce sera déjà plus simple. Mais quoi qu'il arrive, la valeur maximale, vu que c'est 1 dé plus 3, ce serait 9. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, le livre prévoit qu'on ait quand même une bonne chance d'échouer toujours. C'est-à-dire que si on fait 10 ou plus, quoi qu'il arrive, on échoue. Par conséquent, plus on fait un résultat faible, et plus on aura réussi notre jet de dés. Les combats, de ce que j'ai compris, ne se font pas aussi mécaniquement parlant que ce qu'on voyait dans les défis fantastiques. Là, ça va être un petit peu plus narré, j'ai l'impression. Comme on avait vu dans la légende de Zagor, on avait un combat qu'on faisait contre Groul, qui était narré, où justement on avait la possibilité de se déplacer, de faire des choix pendant le combat. Donc là, j'ai l'impression qu'on va être un petit peu plus sur ce genre de combat quand il y en aura, donc peut-être un peu moins et un peu plus narré. En tout cas, ça va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des tests de force, de psychisme et de dextérité quand ça nous sera demandé. Et parfois, il faudra le comparer à ceux de l'ennemi. Et pour cela, on nous donnera justement les valeurs de l'ennemi et on devra justement regarder la table des conflits que j'ai modélisée juste ici. Donc au lieu de se référer à nos propres valeurs, il faudra se référer aux valeurs de cette table. Donc on verra ça sur le moment, on ne va pas s'en inquiéter plus maintenant. Et enfin, donc quand on frappe un ennemi, c'est l'arme qu'on utilise qui va déterminer le nombre de points de dégâts qu'on va lui infliger. Donc là, en l'occurrence, on commence donc avec une canne en chaîne, et on peut toujours frapper avec nos poings. Donc on remarque que ici c'est indiqué, nos points infligent 2, donc ici la valeur qu'on voit sur la gauche, c'est les dégâts qu'on inflige au physique, et la valeur sur la droite, c'est les dégâts qu'on inflige au psychisme, donc l'endurance et la résistance. En l'occurrence, on ne fait pas de dégâts psychiques avec nos armes là, vu qu'on frappe avec nos poings et avec une canne. Et donc c'est mieux de frapper avec la canne, mais si jamais on la perd, on peut toujours frapper au poing. Alors a priori, il va y avoir aussi une mécanique de temporel, on va dire, vu qu'à la fin de chaque journée, on est censé regagner la moitié des points d'endurance qu'on a perdus. Donc je remarque que la résistance ne remonte pas, hein, c'est seulement l'endurance. Mais il faudra voir si ça nous indique ou pas la fin des journées. En tout cas, intéressant comme concept. Et enfin, si jamais on meurt mais qu'on n'a pas d'indication sur ce qui se passe pendant notre mort, on a des chapitres ici qui nous sont indiqués sur quel endroit se rendre. Donc, la mort n'est peut-être pas juste la mort, ou alors c'est juste un texte d'ambiance pour nous expliquer ce qui se passe. Alors, on va pouvoir commencer. J'ai tout simplement pas lu du tout même le synopsis, ni l'introduction, ni rien du tout. Donc on va se lancer dedans, on va bien voir ce que ça donne. J'ai toujours évidemment la petite carte à dessiner, hein, donc ça on va essayer de s'y tenir au plus possible pour voir ce que ça peut donner. J'espère que c'est bien applicable à ce genre de récit, mais au pire si c'est pas le cas, je ferai une carte très schématique, histoire de simplement se rappeler où on a été. Alors commençons tout de suite la lecture de L'horreur dans la vallée. Donc ce sont des livres, les deux ont été écrits par Ian et Clive Bailey, et il semblerait que j'ai cru comprendre que les deux livres en fait ne se suivent pas en termes d'histoire, c'est-à-dire que ce sont deux histoires vraiment distinctes. Donc L'horreur dans la vallée, quand on l'aura fini, normalement, ce sera vraiment une histoire complète et le prochain livre ne sera pas une suite. Alors allons-y. Vous allez bientôt recevoir une lettre de votre ami Petrie Smith, savant et explorateur de renommée mondiale. Et il nul doute que vous allez aussitôt vous mettre en route pour lui apporter l'aide qu'il vous demande. Pour vous, ce sera le début d'une nouvelle aventure, une aventure cependant bien différente de celle que vous avez vécue jusqu'à ce jour. Vous allez en effet vous heurter aux forces obscures qui s'exercent au-delà des lumières de la raison et de la science. Des forces qui ne peuvent pas être vaincues grâce aux seules capacités physiques de qui ose les affronter,
car elles vont faire appel à toutes les qualités psychiques qui sont les vôtres. Pour mener à bien cette mission, vous n'aurez besoin que de 2 dés à 6 faces, ainsi que d'un crayon et d'une gomme, et de quelques feuilles de papier pour prendre des notes et dresser des plans des lieux que vous allez visiter. Ah, c'est bien, donc ça veut dire que les plans sont toujours de rigueur. En page 10 et 11, vous trouvez une feuille d'aventure, ça on connaît, une feuille de rencontre sur lesquelles vous pourrez noter toutes les caractéristiques du personnage que vous allez incarner, et celles des êtres et des créatures que vous allez devoir combattre. Mais avant tout, il faut déterminer vos différentes aptitudes. Donc ça, c'est ce qu'on vient de faire. Et effectivement, je ne l'ai pas montré, mais ça se voyait sur la carte. Donc ici, on a la table des rencontres. Donc j'ai supprimé la notion de paragraphe que je mettais avant, où je notais devant le nom le paragraphe dans lesquels on avait rencontré les ennemis. Ça n'a finalement pas un grand intérêt, donc on va juste garder les noms. Et on aura effectivement donc les points d'endurance, de résistance et de tout le reste. J'ai noté la même chose que ce qu'on a du coup pour nous. A priori, c'est bel et bien ce qu'on va retrouver chez nos adversaires. J'ai laissé toujours donc la partie notes générale, on va prendre des notes au fur et à mesure. Ici, c'est les infos sur les différents essais qu'on aura accomplis. J'ai séparé l'équipement donc en 2 parties, parce que si on regarde bien, finalement, sur la feuille d'aventure, il y a bel et bien la partie combat ici et la partie équipement, qui sont bel et bien distinctes. Donc les armes et les trucs d'équipement sont vraiment des choses différentes. Donc j'ai préféré les séparer, je ne sais pas à quel point ça va être important. Donc ça c'est la table de rencontre. Et évidemment je nous ai laissé aussi une petite partie collectionnable pour tout ce qui va être argent. Je ne sais pas si les pièces d'or sont la monnaie courante, ni s'il y a des choses à récupérer. Potentiellement ça ne servira pas. J'ai oublié un point sur la règle des combats, c'est vrai que j'ai oublié de la mentionner. Il y a une notion de coup critique, donc il n'y a pas d'idée de chance comme dans les défis fantastiques où on pouvait faire un test pour voir si on arrivait à doubler nos dégâts. Là, les dégâts sont doublés chaque fois qu'on fait un double 1 au résultat du dé. Donc ça reprend le concept des jeux de rôle où si on fait un résultat critique avec nos dés, donc si c'est un dé 20, c'est qu'il fallait faire 20 normalement. Là en l'occurrence on joue avec 2 dés de 6, donc si on fait un double 1, ça veut dire une chance sur 36 quand même d'y arriver, ça ne sera pas fréquent, ben on fera un double dégât. C'est vrai qu'une chance sur 36, ça ne devrait pas arriver très souvent quand même. Allez, donc notre feuille d'aventure, on l'a déjà faite. Donc là, c'est toutes les règles que j'ai déjà lues qui nous expliquent comment on va pouvoir jouer avec ce livre. Et en vérité, effectivement, c'est quand même assez simpliste, je trouve, comme règle. Donc il y a pas mal de possibilités qui sont laissées à la narration pour pouvoir améliorer tout ça. Donc j'ai l'impression que c'est ce que va nous faire le livre, en fait, à savoir nous proposer tout simplement d'avoir beaucoup d'interactions qui sont différentes et beaucoup moins d'automatisme que ce qu'on avait par rapport aux défis fantastiques. Donc on va bien voir. Alors c'est parti, on commence directement au 1. Cher ami, je ne sais pas vraiment comment commencer mon récit, car il me semble avoir presque perdu la raison. Néanmoins, je vais m'efforcer de vous conter les faits aussi clairement que possible, afin que vous puissiez les examiner et en tirer les conclusions qui s'imposent. Tout a commencé par un tremblement de terre. Mais oui, vous avez bien lu, un tremblement de terre, ici, en plein cœur du Pays de Galles. Ah, donc déjà on n'est pas dans un monde fantastique, on est bel et bien dans notre monde, et plus précisément en Angleterre. Il y eut une brève mais impressionnante secousse, comme si la terre était ébranlée par le réveil de quelques monstrueuses créatures. Dans la semaine qui suivit ce séisme, survinrent plusieurs événements inquiétants, n'ayant apparemment aucun rapport entre eux. Tout d'abord, un vieil homme de la région, connu pour son excentricité, fut découvert, errant à travers les collines qui entourent Bryn Colweg. Je suis en train de réfléchir si on note déjà les choses, mais bon, on essaie de retenir. Il portait sur tout le corps des traces de graves brûlures. Sur son lit de mort, il fit allusion dans son délire à des créatures innommables peuplant la mine désaffectée. Par ailleurs, plusieurs personnes succombèrent dans le même temps à une étrange maladie. Leur corps semblait avoir été rongé par une espèce de moisissure. Enfin, depuis quelque temps, un étrange brouillard a envahi les hauteurs de Bryn Colweg. En même temps, si c'est en Angleterre, c'est normal qu'il y ait du brouillard. Le vent lui-même ne parvint pas à le dissiper. Le postier m'a dit ce matin que la route menant à Colrys serait bientôt impraticable en raison du manque de visibilité.
Les villageois font courir le bruit qu'une terrible malédiction pèse sur la région. Pour ma part, je pense que le tremblement de terre a libéré de redoutables forces occultes. Désormais, plus personne n'ose sortir après le coucher du soleil. À l'instant où je vous écris, je suis chez moi, les volets clos et toutes les portes fermées à double tour, car je sens que quelque chose d'horrible et d'innommable est tapis dans l'ombre, dehors. Je vous en prie, venez ici le plus vite possible, aidez-moi à découvrir le mystère qui hante nos vallées. Votre ami de toujours, Charles Petrie Smith. Ok, alors, avant de lire la suite, je retiens quand même quelque chose. L'horreur dans la vallée, c'est déjà expliqué par l'introduction, à savoir, c'est bien dans une des vallées du pays de Galles que visiblement des horreurs ont été réveillées par un tremblement de terre. Donc on va très certainement se rendre dans cette petite ville de Bryn Codwick, j'imagine. À moins que ce ne soit pas une ville. Si, peut-être. Les collines qui entourent Bryn Codwick. Ok. Je fais une pause parce que ça me rappelle quelque chose en fait. Je crois me souvenir de quelque chose que j'avais lu à propos de ces livres, c'est que ça a une ambiance du style Lovecraft, avec justement les horreurs indicibles, le côté terreur sous-jacente, avec les notions de Cthulhu et de mots totalement inhumains, des créatures à moitié psychologiques. Donc il me semble qu'en fait c'est ce genre d'univers. Je ne sais pas si c'est réellement lié à l'univers de Lovecraft ou si c'est juste une inspiration pour un univers qui y ressemble. Mais en tout cas, ça se passe bien en Angleterre. Petrie Smith est un savant et un explorateur de grande renommée, et il n'est pas homme à se laisser facilement impressionner. Le caractère pressant de sa lettre ainsi que la signature tremblante qui la termine vous prouvent bien que l'inquiétude de votre ami n'est pas exagérée. Après avoir préparé vos affaires, vous bouclez votre valise à la hâte et vous prenez, avant de partir, la solide canne de randonnée en chêne noueux qui vous accompagne dans tous vos déplacements. Cet objet est la seule arme de départ qui doit figurer sur votre feuille d'aventure. Ça c'est bon, on l'a noté. Consultez à ce sujet le chapitre armes figurant au début du livre. Un train à vapeur vous emmène jusqu'à Corris, au nord du pays de Galles. En sortant de la petite gare de la bourgade, vous demandez à un fermier de bien vouloir vous prendre dans sa charrette afin de vous rapprocher de Bryn Codwick, un hameau isolé dont les habitants vivent encore comme au siècle dernier. Rendez-vous au 19. Ok. Donc, on imagine que ça se passe à peu près à l'époque où le livre a été écrit. Peut-être un peu avant quand même. Ça parle de train à vapeur. Mais dans tous les cas, on se rend justement dans un hameau qui vit comme au siècle dernier. Donc on imagine se retrouver dans un lieu sans électricité, façon 18e, peut-être 19e siècle. On va bien voir. En tout cas, on va prendre quelques petites notes. Juste rapide, histoire de se situer si jamais on nous demande. Donc, on va mettre ça comme ça. Pays de Galles. Un séisme libère une horreur, ou des horreurs, je ne sais pas encore, dans la vallée de Bryn Codwick. Je crois que ça s'écrit comme ça. Non, c'est un I. Ok. Arrivée ville voisine Corris sur demande de notre ami qui s'appelle donc Charles Petrie Smith. Ok.
Ok, ok, ok. Alors, on va commencer indirectement à faire une petite carte. Même si pour l'instant c'est pas très intéressant, j'aime bien savoir où on en est déjà quand on commence l'aventure au 1. Donc on va noter au 1, on est où? On est à la gare de Coris. Voilà. C'est là qu'on commence. Donc la gare du petit village voisin. Et donc on va directement monter dans la charrette de ce fermier qui va nous emmener à Brinkedwig. Ok, direction le 19. À partir de Coris, la route monte à flanc de coteau. En dessous de vous, sur la route, vous constatez que l'ombre a commencé à déjà gagner la vallée. Vous jetez un regard sur votre montre, il est 17h30. Peu après, la charrette s'arrête à un carrefour, et le fermier se tourne vers vous en disant « Je dois vous laisser ici, car moi je continue tout droit. Voici le chemin qui mène droit à Brinkedwig. » Ce faisant, il désigne du doigt un étroit sentier qui disparaît derrière le sommet d'une colline. Vous remerciez cet aimable fermier de vous avoir conduit jusque-là. Puis, puis vous commencez à gravir la colline après lui avoir adressé un dernier signe de la main. Au fur et à mesure que vous avancez sur le sentier, vous pénétrez dans un monde sauvage et rocailleux, balayé par le vent, où vous ne remarquez pour toute végétation qu'une herbe sèche et dure. Arrivé au sommet de la colline, vous faites une pause et vous remarquez alors qu'une immense nappe de brouillard s'étend au-dessus de la vallée, cernant les collines alentours d'un halo empourpré par les rayons du soleil couchant. À partir de là, le chemin de Brinkedwig suit une étroite corniche et un précipice impressionnant, plongé dans les ténèbres, s'ouvre sur notre droite. Vous avancez courageusement dans le brouillard, rendez-vous au 35. Très bien. Donc, il est 17h30. Je sais pas si ça a une quelconque importance. En attendant, pour l'instant, on est toujours dans l'introduction, hein. On n'a eu aucun choix à faire, on avance dans les paragraphes tels qu'on nous le demande. Je ne sais pas trop si ça sera toujours aussi linéaire, mais pour l'instant, ça continue. Ok, donc on va continuer. Ce brouillard a quelque chose d'étrange. Il semble en effet coller à vos vêtements, et au moindre de vos mouvements, des traînées de lumière bleue et rose jaillissent tout autour de vous. Ah, effectivement, il est bizarre. Vous progressez à une lenteur désespérante. Vous voyez à peine 1 mètre devant vous et vous avancez à tâtons en prenant garde de rester sur le sentier caillouteux pour ne pas tomber dans le précipice. Vous avez l'impression d'avoir des semelles de plomb et la sueur commence à parler sur votre front. Quelques minutes plus tard, vous êtes à bout de souffle et vous suffoquez comme si vous étiez en train de vous noyer. Soudain, une étrange pulsation se met à résonner sourdement dans le brouillard. Le battement se fait de plus en plus oppressant. Il vous vrille les tempes et vous martèle le crâne. Vous vous bouchez les oreilles, mais cela ne fait qu'amplifier le bruit démoniaque qui vous assaille. Dans un dernier sursaut d'énergie, vous vous mettez à courir, mais soudain, vos jambes ne vous obéissent plus et vous chancelez à droite vers le précipice. Vous vous efforcez de maîtriser votre corps, mais votre esprit est dominé par le martèlement de l'infâme pulsation. Tentez une épreuve de psychisme pour savoir si vous allez succomber à cette emprise diabolique et tomber dans l'abîme, ou bien réussir à reprendre le contrôle de vous-même. Si vous échouez, rendez-vous au 77, sinon au 89. Ok. Et on voit une espèce d'illustration de symbole de je ne sais pas trop quoi ici. J'imagine que ce sont les mêmes que les petites images qu'on trouvait entre les paragraphes des défis fantastiques. Donc là, on a déjà notre première épreuve à faire. Alors, on va directement faire ça, et ça va être l'occasion de tester comment fonctionnent les épreuves. Donc on est censé lancer 2 dés, et on compare ça à notre psychisme. Le psychisme qui est donc là, à 8, et on est censé faire 8 ou moins pour réussir du coup à reprendre le contrôle de nous-mêmes. Bon, par chance, on a eu une bonne valeur de psychisme, on va bien voir si on arrive à faire 8 ou moins.
C'est parti pour le premier jet de dés. Et c'est raté, c'est un 9. Ça me donne exactement la même impression que quand on utilisait la chance dans la trilogie de Zagor. J'avais souvent l'impression que si on était en dessous de 9, on allait échouer quasiment tout le temps. Donc là, un 8, même si ça paraît quand même plus correct, parce que déjà, faire 7, c'est plus d'une chance sur 2. Enfin, faire 7 ou moins, je veux dire. Alors faire 8, normalement, on aurait toutes nos chances, ça va malheureusement pas de bol. Donc, avant de se rendre au paragraphe, on va juste compléter légèrement la map. On va la compléter comment? On va faire ceci. Donc nous sommes au 35. Dans le brouillard qu'on va appeler brouillard oppressant. Ok. Et pour venir ici, on est passé par le 19. Je ne sais pas si c'est vraiment la peine d'écrire ça. Si à la limite, on veut savoir quand même qu'on est passé en charrette. Ok. Très bien. Alors, retournons sur notre caméra. Donc nous avons échoué à notre test. Donc on va tomber dans l'abîme tout simplement et se rendre au 77. J'imagine qu'on ne meurt pas quand même, c'est le début de l'aventure. Ça serait... Alors, pour le coup, si on est sur des livres vraiment difficiles, ça va être coton, hein, mais j'imagine que ça va pas nous faire mourir au début de l'aventure dès le premier test. Hein. Au moment où vous tombez dans le précipice, le martèlement infernal cesse soudain. Désespérément, vous tentez d'agripper une racine qui dépasse du rebord de la falaise pour freiner votre chute vertigineuse. Tentez une épreuve de force. Ok. Ah ben c'est parti. Alors, épreuve de force, cette fois-ci on a quasiment aucune chance de la réussir, et il faut faire 5 ou moins. Allons-y. Et c'est encore raté. Donc, on commence par 2 échecs. Hein. Alors, tentez une épreuve de force. Si vous échouez, rendez-vous au 113. Dans un craquement déchirant, la racine ténue qui vous rattachait à la vie casse brusquement. Vous agrippant en vain à elle, vous tombez comme une pierre en hurlant de terreur. Votre vie et votre aventure se terminent ici, au fond de l'abîme. Bon, et ben, mesdames, messieurs, c'était le premier essai. Ok, ben, ça annonce tout de suite la couleur. Hein. Ok. D'accord. Alors, on va commencer tout de suite par la map. Hein. Donc, on va mettre ça par ici. Hop. Le 113. Mort dans l'abîme sur des échecs. J'ai envie de dire même 2 échecs. Voilà, donc si on commence par un échec psychique et un échec de force, comme on vient de faire, on meurt direct. C'est bien, j'ai envie de dire que ça soit au début, parce que si on devait se faire
petites frayeurs comme ça à la toute fin de l'aventure, c'est beaucoup plus embêtant. On se souvient très bien de Retour à la montagne de feu qui nous faisait un petit test. Tiens, vas-y, lance un dé, si tu fais un 1 ou 2, tu recommences ton aventure alors que t'es juste devant le boss de fin. Là, si c'est au début, ça me dérange pas trop. Parce qu'au pire, on peut recommencer facilement. Mais j'espère que ça donne pas le ton du livre, parce que sinon ça va être très dur d'avancer. Ok. Bon, et ben c'était l'essai numéro 1. Hein. On va tout de suite passer à l'essai numéro 2. Donc paf, on modifie en bas à droite, là, hop, essai numéro 2. Et je remarque qu'on a une petite illustration, mais qui n'a strictement rien à voir, visiblement. Bon, et ben c'est reparti. Hein. L'avantage d'avoir des règles simples, c'est que du coup, on va pouvoir facilement retirer nos dés. Hop, on va balancer ça tout de suite. Au revoir. Et on va lancer 3 fois un dé, histoire de recommencer. Donc, essai en cours, on est maintenant à l'essai numéro 2. On repart à 0, donc on est au paragraphe numéro 1. Et on va noter le nombre de morts dans l'abîme. Hop, on en a une. Je sens qu'on va recommencer plusieurs fois et qu'on va mourir plusieurs fois dans cet abîme parce qu'on n'aura pas les statistiques de départ qu'il faut. Donc, si on a des mauvais jets de départ, et je veux parler de là pour déterminer nos caractéristiques, on va forcément échouer au premier test, et enfin, on a de fortes chances d'échouer au premier test et du coup de ne pas se lancer dans l'aventure. Donc c'est presque comme si le livre nous disait dès le départ, bon bah voilà, si tu as tiré un mauvais perso, recommence. Bah allons-y, hein, on va recommencer justement. Donc on lance un dé. Ah, cette fois-ci on a fait un 6. Donc plus 3, ça fait 9. On a une force de 9 au départ. Excellent. On relance. Ah, cette fois-ci on a un mauvais psychisme. Donc on a 2 plus 3, ça fait 5 de psychisme. Et on a un 5 en dextérité, ce qui est plutôt bon, ce qui veut dire qu'on a 8 de dextérité. Donc endurance, on est à 2 x 9, 18. Et résistance, on est à 2 x 5, 10. Donc on a l'inverse du personnage qu'on avait tout à l'heure. À savoir, on est moins bon en psychisme, mais on est meilleur en force. Ok. Bon, et ben c'est reparti. Je pars du principe qu'on va pas relire l'introduction. Hein. C'est pas tellement un problème. Et vu qu'on vient juste de commencer, on va évidemment repartir du 1, mais on va vite survoler donc, le truc. On le relira si jamais on doit revenir. Mais en gros, voilà, il y avait donc cette fameuse lettre qu'on reçoit qui nous explique qu'il y a eu le tremblement de terre au Pays de Galles avec justement des potentielles créatures qui en seraient sorties, qu'il y a des gens qui se sont retrouvés couverts de brûlures et devenus à moitié fous. Ok, et justement, notre ami le grand explorateur Charles Petrie Smith nous demande de l'aide. Donc on y va. On part directement en train, on arrive là-bas, on demande à un fermier de nous emmener en calèche. Ce qu'on fait au 19. Au 19, justement, il nous laisse à 17h30 à un carrefour. Et on suit le sentier qui mène à Bryn Codwig. Parfait. Et c'est là qu'on doit justement se rendre au 35. On va relire, vu que c'était effectivement le dernier paragraphe où on était. Alors. Ce brouillard a quelque chose d'étrange. Il semble en effet coller à vos vêtements et au moindre de vos mouvements, des traînées de lumière bleue et rose jaillissent tout autour de vous. Vous progressez à une lenteur désespérante. Vous voyez à peine 1 mètre devant vous et vous avancez à tâtons en prenant garde de rester sur le sentier caillouteux pour ne pas tomber dans le précipice. Vous avez l'impression d'avoir des semelles de plomb et la sueur commence à perler sur votre front. Quelques minutes plus tard, vous êtes à bout de souffle et vous suffoquez, comme si vous étiez en train de vous noyer. Soudain, une étrange pulsation se met à résonner sourdement dans le brouillard. Le battement se fait de plus en plus oppressant. Il vous vrille les tempes et vous martèle le crâne. Vous bouchez les oreilles, mais cela ne fait qu'amplifier le bruit démoniaque qui vous assaille. Dans un dernier sursaut d'énergie, vous vous mettez à courir, mais soudain,
Vos jambes ne vous obéissent plus et vous chancelez à droite vers le précipice. Vous efforcez de maîtriser votre corps, mais votre esprit est dominé par le martèlement de l'infernale pulsation. Tentez une épreuve de psychisme pour savoir si vous allez succomber à cette emprise diabolique et tomber dans l'abîme, ou bien réussir à reprendre le contrôle de vous-même. Donc c'est reparti. C'est reparti, mon perfectionnisme qui revient. Ils ont dit que l'abîme était à droite, pas à gauche. Donc, hop, on va déplacer ça ici. On va faire ça comme ceci. Ça comme cela. Et effacer ça. Voilà. Là, on est efficace. Donc, on a dit feuille d'aventure. On va cette fois-ci donc faire un test de psychisme avec seulement 5 de psychisme. Donc, on a toutes les chances d'échouer, évidemment. Mais par chance, notre force va peut-être rattraper notre test. Donc voilà, on a fait 6, on a échoué. Une fois de plus. Donc, on se rend en 77. Au moment où vous tombez dans le précipice, le martèlement infernal cesse soudain. Désespérément, vous tentez d'agripper une racine qui dépasse du rebord de la falaise pour freiner votre chute vertigineuse. Tentez une épreuve de force. Donc, on va tenter notre épreuve de force avec cette fois-ci beaucoup plus de chances de la réussir, vu qu'on doit faire 9 ou moins pour réussir. C'est parti. C'est un 8, on réussit. Excellent. On va pouvoir continuer notre aventure. Donc si vous réussissez, rendez-vous au 94. Vous vous balancez quelques instants accroché à la racine et vous réussissez à glisser l'un de vos pieds dans une fissure. Puis vous vous hissez péniblement sur le rebord de la falaise avant de vous effondrer épuisé sur le bas-côté de la route. Cette épreuve exténuante vous a coûté 1 point d'endurance. Rendez-vous à présent au 134. Je vois une illustration de quelque chose qui n'a pas l'air lié. Si, c'est notre main qui s'agrippe au rebord de la falaise. Je ne sais pas si l'illustration a été effacée par le temps, ou si c'est volontaire cet effet-là. Mais a priori, les autres illustrations ne sont pas effacées, donc je pense que c'est volontaire. Donc, effectivement, on voit notre main agrippée au bord de la falaise. J'avais l'impression de voir un peu un visage là, je ne sais pas si c'est juste moi. On dirait un nez avec des lèvres ici, là les sourcils, qui regarderaient du coup dans cette direction. Bref, passons. Donc on va se retirer 1 point d'endurance et se rendre au 134. Vous vous remettez péniblement debout et, encore chancelant, vous reprenez votre marche. Après quelques dizaines de mètres, vous émergez brusquement du brouillard. La route, bordée de hautes haies, descend maintenant en serpentant vers une paisible vallée. Vous laissez derrière vous la nappe de brume surnaturelle que la brise soufflant dans la vallée ne parvient décidément pas à dissiper. La pleine lune éclaire votre chemin, c'est alors que vous réalisez qu'elle ne devrait pas être si haut dans le ciel, car lorsque vous avez pénétré dans la zone de brouillard, le soleil était juste en train de se coucher, effectivement. Effectivement, il était 17h30. En consultant votre montre de gousset, vous constatez qu'elle s'est arrêtée à 18h. Vous essayez de la remonter, mais en vain. Troublé par cet incident, vous continuez à avancer entre les haies qui projettent des taches d'ombre sur le chemin. Le bruissement du feuillage produit un doux murmure et soudain votre imagination commence à vous jouer des tours. Vous avez l'impression, en effet, que quelqu'un ou quelque chose vous suit. À gauche, dans la haie, vous entendez craquer une brindille. Vous arrêtez pour tendre l'oreille, mais le bruit du vent dans les branchages vient de rompre le silence. Si vous désirez aller examiner la haie à l'endroit où vous avez entendu le craquement, rendez-vous 158, sinon vous pouvez vous remettre en route sans plus tarder. Donc, on va noter 2 petits trucs. Premièrement, le brouillard entoure
la ville. Et cause une sorte d'arrêt temporel. Plus cette fameuse pulsation. Ce fameux tambour qu'on entendait là justement dans le brouillard. Ok. Et on va noter sur notre carte que si on arrive à passer le brouillard, on se retrouve dans l'allée des haies au 134. Et on entend un bruit. Ok. Donc nous, on va tout simplement aller examiner le craquement. Hein. On est là pour essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc on pourrait essayer d'aller se précipiter. Mais pour l'instant, pour les premiers essais, j'ai bien envie de tout tester. J'ai envie d'aller d'un peu de tous les côtés pour voir ce qu'il en est. Après, il y aura sûrement un essai, on essaiera d'aller le plus loin possible, on évitera tout ça. On connaît un peu la procédure, hein. C'est un peu comme ça que j'ai fait justement pour les derniers livres, c'est-à-dire que je fais un premier essai ou plusieurs premiers essais où j'essaie d'explorer le plus possible un peu partout. Et dès qu'on a réussi à atteindre ou dépasser la moitié, je fais un essai qui va le plus loin possible en ignorant tout, en croisant un peu les doigts pour que ça se finisse, et si ça se finit pas, au moins on a été au plus loin et on sait ce qu'il y a vers la fin. Et après on est toujours en mesure de voir. Donc, on va faire ça. On va aller vérifier ce que c'est ce craquement au 158. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais il y a combien de paragraphes en tout? On a 379. Ok. Donc, c'est quasiment comme les 400 qu'il y a sur les défis fantastiques. Donc, il faut s'attendre à un livre qui soit à peu près aussi long. En poignant votre canne, vous avancez à grands pas vers la haie, et vous demandez « Qui est là ?» d'une voix autoritaire, tout en écartant le feuillage de son extrémité. Vous éprouvez soudain un choc en voyant un homme sortir du taillis. Rendez-vous au 199. Ok, donc c'était le 158. On a exploré la haie. Ok, donc on va au 199. Ah bon, 199, c'est effectivement... C'est pas tout à fait un homme hein, qui sort du taillis. Devant vous se tient non pas un homme, mais une espèce d'épouvantable caricature de plante. Le faciès de cet homme végétal est fait de racines et de branches étroitement entrelacées qui, au moment même où vous les regardez, se mêlent de telle sorte qu'elles composent une abominable image de vos propres traits. Ses oreilles sont faites de feuilles sèches et froissées, une crinière d'herbe desséchée imite les cheveux et les yeux sont deux fèves noires qui roulent dans des orbites creuses. Des vrilles s'enroulent autour du corps, dessinant une étrange musculature. Soudain, il laisse tomber sa mâchoire de bois qui découvre alors une rangée de dents taillées en pointe, alors qu'une odeur fétide d'humus s'échappe de cette horrible bouche. « Je suis toi !» siffle la créature en s'accroupissant, prête à bondir. Rendez-vous au 363. Ok. Donc il y a des pauses narratives, j'ai l'impression, parce que depuis qu'on a fait notre choix en décidant d'aller au 150 et quelques, là, on nous laisse plus d'autres choix, on nous dit rentre à tel paragraphe, tel paragraphe, tel paragraphe. Donc en fait, il y a un nombre de paragraphes visiblement qui a l'air de n'avoir qu'un seul renvoi. Donc finalement, le nombre de 400, enfin de 379 paragraphes est peut-être un petit peu exagéré.
Du coup, il doit y avoir des paragraphes qui sont coupés en plusieurs pour augmenter un peu le nombre. En tout cas, effectivement, donc ça commence direct. Hein, on affronte tout de suite ce genre de truc. Et ouais, je confirme, on est bien sur une sorte d'horreur Lovecraftienne, chose du genre. Je connais pas très bien l'univers de Lovecraft, donc ça se trouve, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, moi, ça m'y fait penser. Alors, on va noter ça tout de suite sur notre carte. Hein. On ne perd pas les bonnes habitudes. Donc, on s'était rendu, c'était le 150, 158, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'était sur la gauche, on nous avait dit. Je crois. Donc, au 158. L'homme végétal. Je sais pas trop si... Ils disent qu'il est prêt à bondir, donc j'imagine qu'on va devoir se battre contre lui. C'est donc notre premier combat. Alors, on se rend donc au 363. Je suis en train de regarder, mais... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire qu'effectivement, j'avais l'impression que la première moitié du livre était plus épaisse que la deuxième, mais en vérité, pas tant que ça. Alors, la créature saute sur vous en poussant un cri rauque, puis vous saisit le cou entre ses grands ongles pointus. Vous n'êtes pas en présence d'un homme, mais d'un être protéiforme et vous devez livrer un combat à mort. Tentez une épreuve de psychisme. Si vous échouez, vous perdez 2 points de résistance et vous rendez, sinon vous réussissez, vous allez à un autre endroit. Ok, donc tout de suite une épreuve de psychisme. Pour vérifier si on est terrifié par cette créature ou pas. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de psychisme, donc il faut faire 5 ou moins pour réussir, ça va être difficile. Et c'est un... Ouh, c'est un 5, on a réussi. Félicitations. Bravo à nous. Excellent ça. Alors, on a réussi, ce qui veut dire qu'on ne perd pas ces 2 points de résistance, et en plus, on se rend au 239. Pour essayer de briser la redoutable prise de la créature, mesurez votre force à la sienne, qui est égale à la vôtre. Ah, d'accord. À l'aide de la table des conflits. Si vous réussissez, rendez-vous à temps, sinon, rendez-vous à l'autre. Alors, justement... La table des conflits, c'est l'heure de s'en servir. Comment ça marche? Donc, on regarde l'attaquant et on regarde le défenseur. En l'occurrence, l'attaquant, c'est l'homme plante qui essaie de nous enserrer, et nous, on est le défenseur, on essaie de justement de sortir de cette grippe. Donc, on doit mesurer notre force à la sienne. Force qui est égale... Alors non, je dirais que c'est l'inverse, en fait. Dans ce cas de figure, on doit être l'attaquant, vu qu'on essaye de sortir de cette grippe en mesurant notre force. En gros, voilà, on est censé toujours mesurer la force de celui qui fait l'action, c'est-à-dire l'attaquant, à la force de celui qui, du coup, va subir cette action. En l'occurrence, le défenseur. Dans notre cas, dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien, vu qu'ils nous disent qu'il a la même force que nous. En l'occurrence, nous avons une force de 9, et notre adversaire a donc aussi une force de 9. Donc on regarde justement 9 vers 9, ça fait un 7. Ça veut dire qu'on doit faire un 7 ou moins pour pouvoir réussir directement notre cas de figure, c'est-à-dire essayer de nous défaire de ces liens. Donc en l'occurrence, si nous on avait eu plus de force, admettons, donc si on avait eu, admettons, 12 de force, ici, ben, il aurait fallu faire 9 ou moins, donc on aurait eu plus de chances de nous en défaire. Et on remarque que plus on a une force
élevée et notre adversaire une force faible. Donc, par exemple, si on a 10 de force et notre adversaire en a 3, c'est même pas la peine de lancer les dés parce que, quoi qu'il arrive, on réussira. Et à l'inverse, plus l'attaquant a une force faible ou le défenseur a une force forte, et plus ça va être difficile justement. Mais surtout on remarque un truc particulier, c'est que admettons que l'attaquant ait la même valeur, admettons si on prend un défenseur qui a 4, l'attaquant qui a 4, donc 7. 7 c'est la valeur médiane quand on lance 2 dés en gros. C'est le résultat le plus fréquent, mais c'est la valeur qu'il y a. On fait au minimum 12, au minimum 2, pardon, au maximum 12, et le 7, c'est le chiffre qui arrive le plus fréquent. Donc théoriquement, voilà, 7, on est dans la moyenne, c'est normal. Donc il a autant de force que nous, c'est normal justement d'avoir un 7. Mais par contre, un attaquant qui a 1 de force en plus, ou 1 de psychisme, peu importe ce qu'on essaie de voir, 1 de plus justement que le défenseur, c'est quand même équivalent à la moitié. Donc ça veut dire que si un jour on essaie de forcer alors qu'on est un peu plus fort que quelqu'un d'autre, on a quand même qu'une chance sur 2. Enfin un peu plus d'une chance sur 2, mais voilà. Et après ça décroît de plus en plus ou ça augmente de plus en plus en fonction de notre force. Bref, en tout cas on se référera à ceci assez souvent. Donc ce qui veut dire que là on doit faire justement un test de force et on doit faire 7 ou moins pour réussir. Donc pour ça, on va lancer nos 2 dés. Si on fait 7 ou moins, on a réussi, sinon on a échoué. Et c'est un 9, on a échoué. Alors, donc, si vous échouez, rendez-vous au 316. Donc effectivement, ça a l'air d'être un combat qui est un peu plus... sans aller jusqu'à dire qu'il est narré, c'est véritablement des paragraphes qui vont décrire les différentes actions du combat. Donc c'est pas comme les combats de défis fantastiques où on nous dit bah voilà, ça c'est les statistiques de l'ennemi, allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Et on lance les dés les uns après les autres, on décide ce qu'on fait et le paragraphe n'avance pas. Ici, les paragraphes avancent au fur et à mesure qu'on avance dans le combat. L'être protéiforme essaie de vous étrangler. Tentez pour lui une épreuve de dextérité dont le total est identique au vôtre. Ah oui, c'est vrai qu'il est le même que nous partout. S'il réussit, vous perdez 2 points d'endurance. S'il échoue, rendez-vous au 39. Ok. On nous dit, ouais, si votre total d'endurance est réduit à 0, on a un paragraphe de mort particulier. Bon, en l'occurrence, on va faire un test de dextérité. Donc on apprend un peu comment ça fonctionne. Hein. Toujours pareil, hein, même dextérité. Donc là, cette fois-ci, c'est lui qui fait l'épreuve de dextérité. Donc c'est lui l'attaquant. Mais en l'occurrence, ça revient même parce qu'on a une dextérité de 8, si je dis pas de bêtises. Donc on voit bien 8 par rapport à 8, c'est cette case-là, c'est toujours 7 ou moins qu'il doit faire. D'ailleurs, on peut le mettre là, ici, hein, c'est l'homme végétal. Il est là, il a la même force que nous, donc à savoir 9. En psychisme, il a 5, très certainement. Enfin, ça ne nous est pas dit, mais bref, il a une dextérité de 8. Voilà. Les autres infos ne nous ont pas encore été données. Bref, donc, on va lancer les dés. S'il fait 7 ou moins, il réussit, sinon il échoue. Évidemment, lui, il réussit. Hein. Donc, il fait un 7, ce qui veut dire que... on regarde un peu. Donc, il essaie de nous étrangler. Épreuve de dextérité, il a réussi. Donc, on perd 2 points d'endurance. On passe à 15. Et on a un souci. Ah. Bizarre. Bizarre. Je vous montre ça tout de suite. C'est bizarrement écrit. Donc, il a réussi son épreuve, vous perdez 2 points d'endurance. Ok. S'il échoue, rendez-vous au 239.
Donc il n'a pas échoué, ce qui veut dire qu'on ne doit pas se rendre là-bas. Si votre total d'endurance est réduit à 0, point, rendez-vous de 75. Donc c'est un peu bizarre. Soit si votre total d'endurance est réduit à 0, rendez-vous de 75, auquel cas, c'est pas notre cas non plus. Dans ce cas, on ne sait pas où se rendre. Soit on se rend au 239 si notre total est réduit à 0, et non pas s'il échoue. Et dans ce cas, quoi qu'il arrive, on doit se rendre au 75 après. Je sais pas où me rendre. Hein. Donc on va essayer de 275 pour voir. Si ça nous dit qu'on est mort, c'est pas ça. Non, a priori c'est un paragraphe de mort ça, donc non. Donc on doit se rendre au 239, j'imagine. On perd 2 points d'endurance, et quoi qu'il arrive, même si c'est pas s'il échoue, on doit se rendre au 239, j'imagine. Et ça. 239, c'est de là d'où on vient, non? Oui, c'est ça. C'est ça, d'accord, ok. Donc on vient du 239. Donc c'est pas seulement s'il échoue. C'est vrai que j'ai pas noté les paragraphes, mais on va pas tous les noter. Donc je vais barrer le s'il échoue. C'est dans tous les cas, on se rend au 239. Oui, j'écris sur le livre, hein, mais c'est pas trop grave. Voilà. De toute façon, c'est pas seulement s'il échoue, hein, c'est tout le temps, on doit se rendre au 239, sauf si jamais on meurt, auquel cas on est au 275. Ok. Donc on retourne au 239, et là, donc on revient à la phase du combat précédente, où justement on doit mesurer toujours notre force pour essayer de briser le conflit. Donc en gros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à nous prendre dans ses griffes, et il essaie de nous étrangler au fur et à mesure. Nous, on essaie de forcer pour arriver à sortir de son emprise, et lui, il essaye de nous étrangler avec sa dextérité. Chaque fois qu'il réussit, on perd 2 points d'endurance, et dès qu'on réussit, visiblement, bah, ça met fin à l'emprise. Ok. Donc, bah, on va faire la même chose, hein, on va mesurer notre force à la sienne. Donc pour ça, très simple, hop, on doit toujours faire 7 ou moins, c'est parti. Et c'est encore un échec. Donc, vu qu'on a échoué, on retourne au 316. 316 qui nous dit, lui, il fait un test de dextérité pour voir s'il nous enlève 2 points d'endurance. Ok, donc ça revient à un combat classique, mais on doit faire un pour lui, un pour nous, pour arriver à faire 7. Donc pour lui, il va essayer de nous étrangler. Est-ce qu'il y arrive? Non. Donc, on retourne au 239, où ils nous disent essayez de faire votre total de force, machin, test de force par rapport à lui. Donc on doit faire 7 ou moins pour arriver à se libérer de son emprise. On teste, toujours pas. Donc lui, il va essayer de nous étrangler. S'il fait 7 ou moins, on perd 2 points d'endurance. Il a réussi, donc on perd encore 2 points d'endurance. On a décidément pas de bol du tout. Voilà. On revient pour nous, on fait un test de force pour essayer de s'en sortir. On doit toujours faire 7 ou moins. C'est encore un échec, bravo. À son tour, donc, il essaye de nous étrangler. S'il fait 7 ou moins, c'est une réussite. On perd encore 2 points d'endurance. Je crois que les dés m'en veulent. Je ne suis pas certain, hein, mais je crois que les dés m'en veulent. Donc, on lance. Si on fait 7 ou moins, on réussit à s'en sortir. Toujours pas. Hein, ça fait 3 fois qu'on fait 8, je crois. Donc, à son tour, est-ce qu'il fait 7 ou moins pour nous étrangler? Bah oui, hein, bien sûr, tant qu'à faire. Donc, on perd encore 2 points d'endurance. Parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Pourquoi c'est dingue ça, on vient de perdre la moitié de notre vie. On est à 9. Bon. Alors, on relance. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Encore un 8. Je crois que les dés ne veulent vraiment pas qu'on gagne. Hein. Ils se sont dit non, mais l'essai numéro 1, l'abîme, ça t'a pas suffi, tu dois fermer le livre. Donc, laisse tomber. Alors, on n'a pas réussi à se dégager. Donc, est-ce que lui, il arrive à nous étrangler? Bah oui, hein, tiens, pourquoi pas. Donc il réussit, il fait moins de 7, ce qui fait qu'on perd encore 2 points d'endurance. Je ne sais pas quelles sont les chances de ce truc-là. Hein. Attends, c'est une chance sur 2 qu'on réussisse à s'en sortir à chaque fois. Et on les a toutes loupées, et lui, il n'arrête pas de les réussir les unes après les autres. Ce qui veut dire que
les chances que ça se passe, c'est déjà, il faut qu'on rate nous, donc c'est une chance sur 2, et lui qui réussisse, c'est-à-dire une chance sur 2. Bon, c'est un peu plus d'une chance sur 2, mais on va dire que c'est à peu près ça. Donc ça veut dire qu'il y a une chance sur 4 que ça se produise, et là, ça vient de se passer 4 fois d'affilée. Les statistiques sont pas du tout de mon côté. Bon, allez. On essaie à nouveau de se dégager, on doit faire 7 ou moins. C'est encore raté. Lui, il essaie de nous étrangler, il doit faire 7 ou moins. C'est encore réussi. Je pense qu'ils n'avaient pas pensé à ça quand ils ont testé le livre. Hein. Ils ont dû se dire, bon, bah, au pire, tu perds quelques points de vie. Et bah, au pire, si jamais c'est pas le cas, tu meurs ici, tant pis pour toi. Bon, bah, on continue. Hein. 7 ou moins, on arrive à s'en sortir. Oui, enfin, merci. Bon, alors, reprenons notre lecture. Nous sommes donc ici au 239. On vient de mesurer notre force à la sienne et on a enfin réussi à s'en sortir. Donc, on va au 257. Ça nous a à peine coûté les 3/4 de notre vie. Alors, d'un brusque mouvement, vous vous défaites de la prise de la créature. Tentez une épreuve de dextérité. Si vous réussissez, vous pouvez choisir soit de vous enfuir, soit de combattre la créature avec votre canne. Si vous échouez, la canne vous échappe des mains et vous devez combattre au corps à corps. D'accord, donc pour s'enfuir, on est obligé de réussir cette épreuve de dextérité. Si on la rate, non seulement on doit combattre, mais en plus sans notre canne. Ok, et ben c'est parti, hein. Épreuve de dextérité, après tout, qu'est-ce qu'on rate? Donc notre dextérité, nous, on a quand même 8 en dextérité, c'est-à-dire qu'on lance nos dés et on doit faire 8 ou moins. C'est parti. C'est bon, on a réussi. Donc, à nous de choisir. À nous de choisir. J'ai envie quand même de lire un peu les règles du combat, histoire de savoir. Je sais que bah, normalement, si on choisit de fuir, on n'est pas censé lire la suite, mais là, j'ai quand même envie de voir, juste histoire de savoir à quoi ça ressemble un combat. Parce que visiblement, c'était même pas le combat. Donc vous attaquez le premier, puis c'est au tour de la créature. L'être protéiforme possède exactement la même force, la même endurance et la même dextérité. Notez-le sur votre feuille d'aventure. Comme arme, il utilise ses ongles. Chaque coup porté vous coûte 2 points d'endurance. C'est un combat à mort. Si vous êtes vaincu, rendez-vous au 75. Si vous êtes toujours vivant, à l'issue du combat, rendez-vous au 340. Ouais. Donc oui, effectivement. Donc ça veut dire qu'on est censé, effectivement... c'est en gros une chance sur 2 à chaque fois. Hein. Le problème, c'est qu'il a notre endurance. Mais nous, notre endurance, elle est tombée à 5. Elle est passée de 18 à 5. Est-ce que ça veut dire qu'il a une endurance de 5 ou est-ce que ça veut dire qu'il a une endurance de 18? Moi, je pense qu'il a une endurance de 18. C'est ça le problème. On ne lui a fait aucun dégât jusqu'à maintenant. Et... lui, il est comme 9. Hein. Donc, dans tous les cas, vu qu'il a exactement les mêmes statistiques que nous, on n'a pas du tout envie de faire ça. Donc là, j'ai pas envie de tenter le diable, hein, je vais juste essayer de m'enfuir. 291. Vous repoussez la créature tout en lui portant un coup terrible sur sa mâchoire de bois. Sans même prendre le temps d'en constater le résultat, vous faites demi-tour et vous courez du plus vite que vous pouvez vers Bryn Codwig. C'est seulement alors que vous jetez un coup d'œil par-dessus votre épaule, mais il n'y a plus de traces de cette invraisemblable apparition. Vous arrivez à Bryn Codwig, au bord de l'épuisement, et les vêtements réduits à l'état de loques. Vous perdez 3 points d'endurance. D'accord, donc pour avoir couru comme ça, on perd 3 points d'endurance. On vient de commencer l'aventure, hein, on n'est même pas arrivé au village qu'on doit atteindre pour commencer l'aventure, et regardons ensemble nos points d'endurance. On était à 5, on vient d'en perdre 3, on est à 2. Bon, je crois savoir exactement quel genre de livre ça va être. Hein. Ça va être le livre difficile.
Ok, donc vous arrivez à Bryn Codwig, rendez-vous au 328. Tandis que vous avancez vers Bryn Codwig, le soleil décline à l'horizon et de grandes ombres commencent à obscurcir la vallée. C'est bizarre. Pourquoi il nous parle de soleil alors qu'il nous disait justement que la lune était haut dans le ciel? Un peu plus tôt. Bon. Vous arrivez finalement à l'imposante demeure de Petrie Smith, que les gens appellent ici le manoir. Vous frappez à la porte, votre amie Lucie vient aussitôt vous ouvrir. Émue, elle vous serre fortement dans ses bras, puis vous conduit dans un salon encombré d'objets de toutes sortes. Elle s'excuse de l'absence de son père, cloué au lit par une crise de fièvre, et vous invite à vous asseoir près du feu. Elle vous offre une tasse de thé fumant et un bol de bouillon de légumes, vous gagnez un point d'endurance. Puis, après vous avoir demandé des nouvelles de votre santé, elle vous interroge sur le sujet de votre voyage. Ok, donc on regagne un point d'endurance, et on va noter que au 328, c'est l'arrivée au manoir de Bryn Codwig. Un point d'endurance, on repasse à 3. Et sur la map, zut, c'est l'inverse. Donc on a dit que c'était le 328, c'est ça. On va mettre le manoir de Petrie Smith. Ok. Bon. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose et on a déjà un personnage en très mauvais état. Alors, continuons. Elle nous interroge sur notre voyage. Lucie écoute votre histoire avec beaucoup d'intérêt, mais manifestement, les étranges aventures que vous venez de vivre ne semblent pas l'émouvoir outre mesure. Surpris par son calme, vous lui faites part de votre étonnement et elle vous répond avec un sourire amer que, depuis que le brouillard est descendu dans la vallée, les habitants du village sont les témoins de toutes sortes d'événements incompréhensibles. Les engins mécaniques tombent constamment en panne, des tempêtes monstrueuses et de violents tremblements de terre dévastent le village. On a également rapporté à son père les étranges apparitions dont les témoins ne manquaient pas. Votre dîner terminé, Lucie vous demande si vous êtes fatigué et si vous souhaitez vous retirer vous reposer. Vous lui répondez que vous avez eu une rude journée, elle vous conduit dans un cabinet de travail de son père où elle a monté un lit de camp à votre intention. Très gentille cette Lucie. Si vous désirez vous endormir immédiatement, rendez-vous au 209, sinon vous pouvez aussi examiner le bureau. On est bien crevé, mais en même temps, est-ce qu'on risque quelque chose à examiner le bureau dans lequel on se trouve ? Allez, on va l'examiner. On va juste noter ça. Hop, à la map. Peut-être pas comme ça. Peut-être comme ceci. Donc on va aller l'explorer au 266. Voilà, 266, le bureau. On va voir ce qu'on y trouve. Vous examinez la pièce à la lumière vacillante de votre bougie. Petrie Smith est un explorateur renommé et de plus il est antiquaire.
Cette bibliothèque est pleine de livres sur les différentes mythologies, les récits ésotériques et les légendes populaires. Au centre de cette pièce se trouve un grand bureau sur lequel est posé un carnet abîmé. Si vous souhaitez examiner le carnet, rendez-vous si vous préférez aller vous coucher sans fouiller dans les affaires de votre hôte, on peut aussi. Moi j'ai envie de fouiller. Je vais me rendre au 282. Oula, ça a l'air d'être long comme paragraphe, voyons ça. Avec d'infinies précautions, vous tournez les pages jaunies du journal. Le livre relate les observations quotidiennes d'un dénommé George Hindlet, ingénieur à la carrière de Brincodwig dans les années 1880. Les dernières pages du carnet attirent tout particulièrement votre attention. En effet, la belle écriture ronde du début du journal se transforme à la fin en pattes de mouche que vous avez bien du mal à déchiffrer. Voici ce que vous parvenez à lire. 23 mars 1884. La maison est sérieusement endommagée. Tout un pan de mur s'est effondré et une partie du toit également. Chaque maison à Brincodwig a plus ou moins souffert des secousses. Bien sûr, les villageois superstitieux attribuent tous nos malheurs à une vieille malédiction. Il n'en demeure pas moins que, pour toute personne sensée, il est clair que nous avons été victimes d'un tremblement de terre. Donc ça semble être assez récent quand même, vu qu'il nous avait dit au départ dans sa lettre qu'il y a eu un tremblement de terre assez récemment. Et là, on nous dit qu'on est dans les années 1880. Donc soit il nous parle d'un ancien tremblement de terre, qui serait arrivé il y a pas mal d'années, soit c'est celui qui est arrivé récemment. Mais vu qu'on ne sait pas à quelle date on est précisément, c'est écrit nulle part, a priori, hein, à moins qu'au tout début peut-être. Au tout début, j'essaie de revenir, introduction. Non, non, cher ami, et il n'y a pas de date. Je regarde, hein, pas de date, à aucun moment. Bon, donc on ne sait pas en quelle date on est, mais a priori, ça s'est passé en 1880 et quelques. 25 mars. Pour la première fois depuis la catastrophe, j'ai inspecté la mine. Curieusement, elle semble avoir été épargnée, ainsi que les grottes naturelles, du moins d'après ce que j'ai pu en voir. Mais je n'ai pas pu explorer la nouvelle galerie car une ignoble entité rampante a commencé à glisser vers moi. De plus, j'avais l'horrible sensation que quelque chose tapis plus loin dans la galerie m'observait. 26 mars. Une atmosphère oppressante pèse sur le village. Tous les mécanismes sont tombés en panne. Malgré cela, ma montre s'est remise à marcher aujourd'hui. Les gens qui ont tenté de fuir Brincodwig sont revenus plusieurs heures plus tard, hébétés, en état de choc, incapables d'expliquer ce qui leur était arrivé. 27 mars. Je les ai vus. D'abominables choses aux tentacules grouillantes, des êtres inconcevables pour l'esprit d'un mortel. Quoi qu'il en soit, cette colonie de monstres rampants a été libérée par nous. Les mineurs et les ouvriers de la carrière sont en leur pouvoir et ils m'auraient taillé en pièces si je ne m'étais pas débattu comme un tigre avant de m'enfuir vers le village. 29 mars. Voilà maintenant une semaine que le tremblement de terre a eu lieu. Depuis, aucune aide ne nous est parvenue du monde extérieur. Les habitants du village ont disparu dans la vallée de la carrière. Quant aux fermiers de Redgold, ils ont perdu de nombreux moutons dévorés par des monstrueuses entités. J'ai moi-même reçu, en plein milieu de la nuit, la visite de certaines choses reniflantes. 31 mars. Cette nuit, je suis résolu à agir. J'ai l'intention d'entrer dans la mine et d'obstruer l'entrée de la nouvelle galerie, car c'est de là que vient l'abomination. À cette fin, j'ai rassemblé un équipement qui, je le pense, sera efficace pour lutter contre la terreur. Des sachets de gros sel, une bouteille d'acide sulfurique, mon revolver de service et plusieurs bouteilles d'huile pour ma lampe. J'ai aussi fait l'acquisition de plusieurs bâtons de dynamite. Le journal s'achève ici, au 31 mars. Notez le numéro de ce paragraphe sur votre feuille d'aventure. Ainsi, si vous désirez relire ces lignes à nouveau, vous saurez où vous rendre. Si vous avez pris connaissance de ce journal avant de vous retirer dans votre chambre, rendez-vous 209. Si vous l'avez lu à la demande de Petri Smith, rendez-vous 210. Ok, donc on avait une autre possibilité de le lire à un autre moment. Donc on va suivre ce qu'ils disent là. Alors, on va noter ça sur notre feuille ici. Donc c'est le paragraphe 282. Et c'est le journal de George Hindlet.
Et surtout, on note... Donc, il a noté des faits et l'équipement de la mine. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est-à-dire qu'il y a un moment où peut-être on va nous demander qu'est-ce qu'on veut prendre pour aller nous-mêmes dans la mine. Et là, on voit que lui, il a rassemblé un équipement intéressant. Donc, à savoir du gros sel, de l'acide sulfurique, un revolver, des bouteilles d'huile et de la dynamite. Donc ça, c'est peut-être important à retenir. Justement, c'est pour ça qu'il nous dit de noter le chapitre. D'ailleurs, justement, on va s'en servir. Hein. Le dernier paragraphe important qu'on ait vu, c'est le 282. Hop. Voilà. Pour une fois que j'ai ça et que ça sert. Ok. Donc effectivement, on voit ce petit dessin de dynamite ici, qui n'est pas effacé, donc c'est bien qu'il n'y ait pas de souci. Donc, nous, on s'en retourne au 209. On n'est pas venu ici à la demande de Petrie Smith. Pendant votre sommeil, vous faites un rêve. Vous vous trouvez seul au beau milieu d'une étendue herbeuse, cernée de toutes parts d'un étrange brouillard blanc. Soudain, quelque chose effleure votre épaule et vous vous retrouvez nez à nez avec un vieillard encapuchonné portant une grande lance. Un esprit étranger pénètre dans le vôtre et prend possession de votre mémoire, à tel point que bientôt, vous n'avez plus qu'une seule idée en tête, suivre l'étranger. Privé de volonté, vous faites un pas en avant et vous suivez l'homme qui s'enfonce dans le brouillard. Voici l'homme en question. Les illustrations ont l'air un peu plus simples que celles des défis fantastiques. On voit qu'il n'y a pas de fond, de dessin, d'arrière-plan. Mais sont somme toute d'aussi bonne qualité. Donc on est dans le rêve. Je vais noter ça, on est au 209 dans le rêve. Surtout, on va pas se priver de dessiner une carte quand on en a l'occasion. Ok, alors. Nous allons suivre ce fameux homme, et une fois encore, on ne nous laisse pas le choix de quoi que ce soit. Donc on suit l'homme qui s'enfonce dans le brouillard au 188. Le vieil homme vous conduit jusqu'à un village en ruine et s'arrête sous un chêne séculaire tordu par les années. Puis il se retourne vers vous et déclare « Voilà des siècles que je repose dans les collines galloises. Mais aujourd'hui, le moment est venu. Je vous ai choisi pour être notre sauveur. Une puissance diabolique hante la vallée de Brimcodwig, faisant régner la terreur parmi les hommes qui y habitent. Nous nous trouvons ici à la frontière des morts et des vivants, entre le monde du sommeil et celui de l'éveil. Je vais maintenant convoquer la horde des damnés. Ce sont des esprits de guerriers morts il y a bien longtemps, et vous devrez les affronter seuls. Si vous sortez vainqueur de cette épreuve, je soumettrai la horde à vos ordres, et elle pourra vous être utile en temps voulu. Si vous ne réussissez pas à triompher de la horde des damnés, votre esprit sera leur butin, et vous perdrez votre âme à tout jamais. Attendez la horde sous ce chêne, car il est symbole de protection. Myridine vous tend ensuite sa lance et tourne les talons. Donc on vient d'apprendre son nom, il s'appelle Myridine. Myridin peut-être. Allez-vous risquer de briser le rêve en lui posant une question, ou allez-vous accepter d'emblée d'accomplir cette fantastique mission ? La mission, je la sens mal, la mission. Là, ça sent la mission où on a quasiment plus de points d'endurance et très peu de points de psychisme. Donc je sais pas exactement ce qu'on va nous demander, hein, mais si on regarde, c'est pas avec nos 3 points d'endurance. Bon, à la limite, on est dans le monde du rêve, donc on peut imaginer que ce sera uniquement du psychisme et de la résistance qui nous seront demandés. Mais ça me semble quand même un peu incorrect d'essayer de se lancer comme ça.
Après tout, on peut se dire au pire c'est pas trop grave, on n'essaie pas d'aller le plus loin possible, donc on va tout explorer. Et en même temps, s'il y a un moment où on essaie d'aller vraiment plus loin, du coup on voudra forcément affronter ça. Là on a la possibilité de poser une question potentiellement. Si ça se trouve, là tel que c'est présenté, hein, je remontre le livre, hein, je le mets ici. On nous dit, allez-vous risquer de briser le rêve en lui posant une question? Donc on part du principe que globalement, ça c'est si on veut fuir l'épreuve et le combat. Si ça se trouve, en fait, c'est ce qu'il faut. Si ça se trouve, il faut réellement essayer de lui poser des questions parce qu'il peut y répondre. Auquel cas, ça serait plus intéressant. J'ai envie de lui poser des questions en 124. Et au pire, si ça brise le rêve, tant pis, c'est pas grave, on reviendra pour le frapper plus tard. De nombreuses questions vous viennent à l'esprit et Méridine semble l'avoir deviné car elle se tourne vers vous et, levant la main, il vous déclare « La horde se rapproche, vous n'avez le temps de me poser qu'une seule question. Si vous souhaitez interroger Méridine au sujet du brouillard étrange qui enveloppe la vallée de Bryn Codwig, on peut, sinon vous pouvez lui demander quelle est la force maléfique qui hante la vallée, et sinon on peut aussi le questionner sur l'être protéiforme qui vous a agressé en chemin lorsque vous vous rendiez chez Petri Smith. » D'accord. Alors... c'est une bonne question, ça. Donc on a droit qu'à une seule réponse. J'ai envie de le noter. Parce que dans le rêve, il faudra très certainement y revenir dans les prochaines choses pour bien savoir qu'est-ce qu'on aura demandé et qu'est-ce qu'on n'aura pas demandé. Donc on va tirer un trait comme ceci. Mettre une case comme cela. Nous sommes au 124. Pour la question à Méridine. Bon, on va mettre un S à question quand même, parce qu'on a plusieurs questions à lui poser, même si on ne peut en poser qu'une seule. Voilà. D'ailleurs, on a précisément 3 questions à lui poser. Donc, on va tout simplement faire 3 petits traits. Donc, quoi qu'il arrive, on va devoir affronter cette horde. On va très certainement mourir, je vais vous dire. En tout cas, d'abord, on a le droit à une réponse. Alors, soit on peut lui demander qu'est-ce que c'est que ce brouillard, soit on peut lui demander qu'est-ce que c'est cette force maléfique qui hante la vallée, soit on peut lui demander qu'est-ce que c'est que cette créature bizarre qu'on a vu sur le chemin. Le fameux homme végétal. Donc, mon avis, c'est que l'homme végétal, on s'en fout. Et le brouillard également. A priori. Soit c'est en gros, parce que mon intuition c'est l'horreur qui se trouve dans la vallée, comme le titre du livre l'indique, après tout c'est bien l'horreur dans la vallée. Je sais pas si c'est lui, hein, dans la vallée, mais en tout cas c'est peut-être juste un des mineurs qui a été transformé celui-là. En tout cas, l'horreur dans la vallée, vu que le nom l'indique, c'est quand même ce qui m'intéresse le plus de savoir. Et à mon avis, c'est cette horreur-là qui crée le brouillard qui est autour de la ville et qui transforme les êtres humains ou je ne sais trop quoi, ou les végétaux justement en horreur elle aussi, plus que l'inverse. C'est-à-dire que l'autre possibilité, c'est que le brouillard cause tout ça et a créé une horreur sans nom, mais ça m'étonnerait. Donc
façon, on a envie d'en savoir plus sur le titre du livre. Hein. Donc, on va lui demander quelle est la force maléfique qui hante la vallée. Au 47. Au plus profond de cette vallée est enfoui un monstre qui est soumis à la volonté de redoutables puissances appelées les forces noires de l'au-delà. Ce monstre maléfique est enseveli depuis l'aube des temps, mais les hommes, en exploitant la mine, l'ont tiré de sa léthargie, et il cherche maintenant à s'échapper. Myridine interrompt là son récit, puis tend l'oreille, comme s'il écoutait quelque chose. Puis il reprend. Nous devons faire vite, car la horde n'est plus très loin. Rendez-vous au 147. Ok. Donc, on va noter ça sur notre feuille. Donc, l'horreur est soumise aux forces noires de l'au-delà. Et depuis éternité, on va mettre. Voilà. C'est... En gros, c'est un mal qui existe depuis toujours et qui était enterré et qui a été réveillé. Très bien. Donc, visiblement, le détruire, c'est hors de question. Il va soit falloir réussir à le sceller à nouveau, à le faire se rendormir en quelque sorte, soit faire évacuer tout le monde, quoi. Parce que bon, l'envoyer ailleurs, j'imagine que ça marche pas non plus, et puis ça ne fait que déplacer le problème. Ok. On en sait un peu plus. Tiens, on va s'amuser à le noter sur la carte. Ça paraît un peu ridicule parce que du coup, ça n'est pas du tout une notion de carte là. Mais au moins, ça va me permettre de savoir ce qu'on a vu, enfin, ce qu'on a posé comme question. Donc, on a posé la question 47, horreur. Voilà. On a demandé par rapport à l'horreur ce qu'elle était. Maintenant, on en sait plus. Est-ce que ça nous aide à savoir ce qu'on va devoir faire? Non. Mais au moins, on en sait plus. Et donc, si je dis pas de bêtises, on va pas avoir la possibilité de poser d'autres questions. Donc, je vais pouvoir directement mettre un petit peu de rouge ici et de rouge là, vu qu'on sait qu'on n'a pas posé ces questions. Rendez-vous au 147. Alors le 147, j'ai pas retenu l'ancien nombre, mais si ça se trouve, c'est celui qui nous faisait affronter la Horde. J'imagine, hein. Prenez bien soin de ma lance, dit Myridine, car c'est une arme magique qui seule vous permettra, je l'espère, de vaincre les morts. Pour utiliser cette lance, vous devez tenter une épreuve de dextérité. Inscrivez les caractéristiques suivantes sur feuille d'aventure dans la case armes, lance des esprits, qui est... Ah. Elle fait 1d6 plus 2 en termes de dégâts spirituels. Ça, c'est fort. On va noter ça tout de suite. Hein. Donc, c'est la fameuse lance des esprits, c'est ça? Elle fait rien du tout. Et 1d6 plus 2. On va le noter comme ça, c'est plus clair sans les espaces. Voilà. Pas mal, pas mal. Donc effectivement, si on arrive avec cette arme-là, on a quand même plus de chances de vaincre les esprits que avec nos pauvres points et autre chose. Ok, donc finalement, c'est peut-être pas si mal de se lancer dans cette épreuve. Bon, de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Alors,
Chaque fois que vous réussirez à atteindre votre cible, vous infligerez donc à votre adversaire une perte de points de résistance équivalente au chiffre obtenu par un D6 plus 2 points. Oui, ça nous donne les informations, mais on le sait. Ok, rendez-vous au 3. À présent, je vous laisse à votre destin, dit Myridine. Sur ces mots, il tourne les talons et sa silhouette s'évanouit peu à peu dans le brouillard. Vous voilà seul dans le village en ruine. Au-dessus de vous, les branches du chêne s'agitent dans le vent et craquent de façon sinistre. Soudain, une lumière fantomatique commence à apparaître aux fenêtres vides et à la porte béante d'un vieux moulin délabré. Un étrange bruit métallique parvient à vos oreilles et vous apercevez une ombre difforme qui s'agite dans la lumière diffuse. Qu'allez-vous faire? Vous pouvez examiner l'ombre de plus près ou on peut rester sous le chêne. Eh ben, c'est une bonne question. La question, c'est surtout, on va pouvoir aller examiner quelque chose dans le rêve? Bizarre. Bon, il nous a pas dit de toute façon qu'on devait forcément affronter des créatures en attendant sous le chêne et en les faisant au fur et à mesure qu'elles arrivaient. Il nous a juste dit que ça allait être une épreuve. Donc si ça se trouve, c'est ça le début de l'épreuve. Et il faut y aller pour fouiller. Ou ça se trouve, c'est l'inverse. Il faut surtout pas être tenté. J'en sais rien. Toujours est-il que nous, on est parti du principe qu'on allait explorer le plus possible dans cette première partie, ce premier essai. Donc, on va aller examiner cette ombre de plus près, au 13. Vous rampez prudemment jusqu'au moulin et vous vous aplatissez contre le mur pour vous dissimuler dans l'ombre qu'il prodigue. Le ronflement d'une machine fait vibrer le bâtiment tout entier. Et vous vous apprêtez à jeter un coup d'œil dans l'encadrement de la porte pour découvrir de quoi il s'agit. Mais à ce moment précis, le bruit métallique s'interrompt et la lumière s'éteint. Désappointé, vous attendez que la lumière revienne, mais en vain. Vous décidez alors de pénétrer quand même à l'intérieur. Dans la demi-obscurité, vous parvenez à distinguer la forme vague d'une machine au fond du moulin. Mais votre attention est soudain attirée par une petite boîte posée par terre, au centre de la pièce. Cette boîte, apparemment anodine, émet une pâle lueur bleuâtre. Cela peut-il être la source de lumière qui emplissait le moulin il y a quelques instants encore? Si vous désirez vous approcher de la boîte, sinon vous pouvez retourner sous l'arbre. On n'est pas venu pour rien, donc j'imagine qu'on va aller regarder la boîte. On va quand même noter ça sur la carte. On est au 13, au moulin. Hop, donc à partir d'ici, on a le 13. Hop là. Moulin. Bah oui, hein, on va l'explorer de toute façon. On va regarder ce que c'est que cette boîte. En se rendant au 160. Alors que vous vous penchez pour ramasser la boîte, vous remarquez que votre lance se met à briller d'une lumière étincelante, comme en guise d'avertissement. Abandonnant la boîte, vous empoignez fermement la lance et regardez tout autour de vous pour tenter de repérer la sombre créature qui hante le moulin. Rendez-vous au 197. Et on a une image, une sorte de parchemin de hiéroglyphe avec un livre avec une étoile dessus. Pas sûr que c'est un quelconque rapport, mais je suis curieux de voir des hiéroglyphes. À votre droite, vous apercevez une forme noire flottant en l'air. Tandis que vous observez cet étrange nuage, une silhouette grotesque commence à se détacher de la masse sombre et se transforme lentement en un vieillard hideux et ratatiné. Celui-ci se concentre en fronçant les sourcils, puis fixe un point sur votre gauche. En regardant autour de vous, vous apercevez des débris d'un tonneau s'élever en l'air. Vous êtes en présence d'un gobelin, une créature que la science moderne appellerait un esprit frappeur. D'accord, donc les gobelins dans cet univers n'ont rien à voir avec les gobelins qu'on connaît dans l'univers des défis fantastiques ou des autres. Visiblement, c'est un esprit frappeur.
Notez ses caractéristiques sur votre feuille de rencontre. Il est 9-18. Le gobelin attaque le premier. Mesurez son psychisme au vôtre grâce à la table de conflit. Si cette attaque réussit, il vous bombardera alors avec divers objets, vous infligeant une perte de 2 points d'endurance. Si son attaque échoue, vous avez donc réussi à le mettre en doute son existence, et le gobelin perdra 1 point de résistance. D'accord. Après chaque attaque du gobelin, vous pouvez essayer de le frapper à votre tour avec votre lance pour lui faire perdre des points de résistance. Puis le gobelin passera de nouveau à l'attaque, et le combat continue ainsi jusqu'à ce que la résistance du gobelin soit réduite à 0, ce qui signifie que vous l'avez exorcisé avec succès. Ok. Donc, on retrouve notre ami végétal de tout à l'heure, et on va surtout commencer notre premier vrai combat, on va dire, entre guillemets, qui, par chance... Ah, 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 si. Non, je viens de penser à un truc là qui va être très embêtant. Il nous inflige des pertes d'endurance, pas des pertes de résistance. On est dans un rêve, mais on va quand même perdre des points d'endurance. Ça, c'est un problème, ça. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Bon, on va noter ses caractéristiques. Hein. Donc, c'est un gobelin. On va mettre esprit frappeur. Donc, il a que ses statistiques de psychisme et de résistance, vu que bah, c'est un esprit. Et nous, effectivement, il va nous infliger des points d'endurance en dégâts, et ça, c'est un problème. Je veux voir quand même. Je vais faire juste une petite pause, je reviens tout de suite. J'ai envie de voir. Bon, déjà, je vais me servir de l'eau. Mais je vais aussi regarder s'il n'y a pas des errata sur ce livre. C'est vrai que j'ai pas regardé alors que je l'ai fait pour les autres. Voir s'il n'y a pas des petites mentions. Si ça se trouve, effectivement, c'est une erreur et c'est bien des points de résistance qu'on est censé perdre. Donc je vais tout simplement faire une petite pause. Je me retrouve tout de suite. Me voilà de retour. Alors j'ai regardé. Il y a effectivement des errata pour le livre. Il y a beaucoup d'errata. Des redirections de paragraphes en fait qui étaient soit inversées, soit mal notées, soit des trucs comme ça. Donc j'ai tout réécrit directement sur le livre. Donc quand on y arrivera, ça sera bon. Par contre, il n'y a rien par rapport au combat, aux statistiques des ennemis ou à quoi que ce soit sur les règles, a priori. Tout a été correct de ce côté-là, ce qui veut dire que c'est bel et bien des points d'endurance que l'esprit frappeur va nous enlever, même si on est dans un rêve. Et vu qu'on en a que 3, il y a de fortes chances qu'on y laisse notre peau. Donc, comment ça va se passer? Alors, on nous a dit que le gobelin attaquait en premier. On allait mesurer son psychisme au nôtre à l'aide de la table des conflits. Il a un psychisme de 9, nous on a un psychisme de 5. C'est ça. Donc il attaque avec son psychisme, mais c'est quand même des dégâts d'endurance qu'on va faire. Bon, donc 9 par rapport à 5, si on regarde dans notre table de conflit. Voilà, il faut qu'il fasse 10 ou moins. Donc en gros, hormis s'il fait un 11 ou 12, il est sûr de nous toucher. Et il nous fait perdre 2 points d'endurance. Par contre, si son attaque échoue, il perd un point de résistance. Et nous, quand on l'attaque... alors on utilise notre lance où on doit faire un test de dextérité. Ok. Donc c'est l'avantage, au moins nous on a quand même la possibilité de le toucher, c'est la lance qu'on nous a offerte. Ok, bah faisons ça alors. Donc lui il doit faire 10 ou moins pour nous toucher, et nous on doit faire un test de dextérité, c'est-à-dire 8 ou moins. Donc on a pas autant de chance que lui de toucher, et il a beaucoup plus de points de résistance, mais on enlève les points de résistance plus facilement vu qu'on enlève un des 6 plus 2 à chaque fois. Ok. Bah allons-y, hein. Par contre c'est lui qui commence, donc lançons. Voyons ça tout de suite. Donc, il lance, il a fait 5, c'est moins de 10, ce qui veut dire qu'il nous inflige 2 points de dégâts sur notre endurance. Voilà, on est déjà plus qu'à 1. Excellent. Donc,
À nous d'attaquer. On va faire un test donc, de dextérité pour voir si on arrive à le toucher. Il faut qu'on fasse 8 ou moins. C'est bon, on a réussi. Donc on lui inflige un D6 plus 2, c'est-à-dire que hop, on lance un dé. On a fait 3, plus 2, 5. Donc on lui a infligé, il avait 18, comme ceci. Donc on lui en a infligé 5. 3 plus 2, 5. Donc il est à 13. C'est bien en un sens, parce qu'effectivement, si on inflige les dégâts 5 ou 6 dégâts à la fois, globalement, en 3-4 coups, le combat est fini. Ce qui veut dire que théoriquement, avec nos 18 d'endurance, on est censé y arriver sans problème. Sauf que vu qu'on a eu une malchance extrême face à l'homme végétal, eh ben, on a déjà plus d'endurance. Donc c'est à nouveau au tour de notre ennemi, qui doit lancer et doit faire 10 ou moins. Il lance, il fait 10 tout pile, donc c'est réussi pour lui. Ce qui veut dire qu'il nous inflige 2 points de dégâts sur notre endurance, et qu'on meurt. On meurt. Donc, on va voir si on meurt vraiment, parce que ça se trouve, on va juste se réveiller. Hop. Alors, le combat continue ainsi, jusqu'à ce qu'une résistance du gobelin soit réduite à 0, ce qui signifie que vous avez exorcisé avec succès. Si le gobelin l'emporte, rendez-vous au 370. Alors, si le gobelin l'emporte... Tandis que vous luttez avec le gobelin, vous êtes brusquement soulevé en l'air, puis relâché au-dessus du moulin. Vous atterrissez lourdement au milieu de débris rouillés de quelques vieilles machines, et la dernière chose que vous entendez sont les rires démoniaques des cavaliers. Votre aventure s'achève ici. Je sais pas de quel cavalier il parle. J'imagine la horde qu'on était censé attendre. Ben voilà, on est mort. Deuxième tentative, échouée lamentablement une fois encore. Ok, donc le livre a l'air effectivement d'avoir pas mal de grosses difficultés comme ça. Faut dire qu'on n'a pas eu de chance quand même. C'était pas censé arriver, hein, je pense, perdre autant de points d'endurance sur l'homme végétal. Normalement, on est censé faire un test. Si on échoue, bon ben, c'est pas trop grave. Surtout qu'on avait. C'était un test de dextérité, je crois qu'il fallait faire. On avait quand même de bonnes statistiques hein, pour réussir. C'est ça, il fallait faire 8 à chaque fois. Faire 8 ou moins, et du coup, bah, on a juste échoué encore et encore et encore. Non, c'était ça, il fallait comparer au sien, et du coup, il fallait faire 7 ou moins. On n'était pas censé échouer autant de fois, et lui, il n'était pas censé réussir autant de fois d'affilée. Donc ça s'est juste énormément mal goupillé. Je ne vais pas m'amuser à calculer les statistiques pour ça, mais je pense qu'on est de l'ordre de l'infime. Donc normalement, ça ne devrait pas nous arriver à nouveau. Mais par chance, on a laissé plein de choses qu'on n'a pas explorées derrière nous. Alors ça a pas l'air comme ça, hein, mais en fait, à chaque fois, j'ai pas noté tout un tas de choses. Par exemple, déjà, le moulin, c'est là qu'il y a le gobelin. Je marque gobelin ici, puisque c'est plus simple, mais normalement c'est l'esprit frappeur. On va mettre l'esprit frappeur. Voilà. Donc c'est dans le moulin qu'il y a l'esprit frappeur. Mais il faut pas oublier qu'on est quand même dans un rêve. Donc on peut. Je vous parle de ça, mais je vous montre pas la carte. Voilà. Donc, esprit frappeur, ici dans le moulin. Faut pas oublier qu'on a quand même fait tout ça dans un rêve, et donc mourir dans notre rêve, ça nous fait mourir tout court. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Et sur pas mal de points, on a laissé des choses, par exemple le brouillard oppressant. Qu'est-ce qui se passe si on réussit à s'en dépêtrer tout court? Qu'est-ce qui se passe si on fuit la l'aider sans essayer d'affronter l'homme végétal? Qu'est-ce qui se passe si on arrive à le vaincre? Il y a pas mal de choses qu'on a laissées de côté. On a dû faire des choix et du coup on n'a pas tout fait. Donc même si on est mort déjà comme ça, c'est pas trop grave parce que ça donne quand même envie de réexplorer tout ce qu'on n'a pas fait. Pour l'instant, c'est pas énorme, mais ça donne envie. Ok. Ben, je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo. La prochaine fois, on continuera directement avec la tentative suivante. Donc là, on va effacer tout ça. Hein. Hop. On est mort, donc tant pis pour nous. Et surtout, donc, on est à nouveau au paragraphe 1. Et ce sera le 3e essai. Donc on n'est pas mort dans l'abîme cette fois.
On va voir si on remeurt dans l'abîme. Et bah du coup, pour l'instant, le livre me plaît plutôt bien. On va effacer la lance des esprits, on n'a plus de raison de la mettre. Plutôt, on va la mettre en italique. Voilà, on l'a pas encore, donc hop, on la met en italique. Même mieux. On va la mettre barrée. Voilà. Hop, on a barré tout ça. Pour l'instant, on ne l'a pas. Mais on va certainement le avoir après, donc il n'y a pas de raison. Pareil, je vais laisser les profils ici. Je pense pas qu'il y ait énormément de combats. Donc ça peut être bien de laisser les combats. On verra. Si jamais on en a trop, on effacera. Qu'est-ce que je voulais dire du coup par rapport à tout ça? Je voulais dire effectivement que finalement le livre, c'est véritablement bien une ambiance un peu Lovecraftienne, avec effectivement le côté horreur psychologique qu'on retrouve, les choses un peu innommables et que l'esprit humain ne pourrait même pas imaginer, ce genre de choses. Et en même temps, il y a un côté un peu différent avec cette histoire de rêve dans lequel on est censé affronter une horde et que quelqu'un nous accueille dans ce rêve pour nous donner une sorte de lance et nous dire de nous battre. Donc je sais pas à quel point ça va rester sur ce genre de choses, mais visiblement cette horreur dans la vallée, je pense pas que ce soit ça, à mon avis, ça c'est juste une personne qui a été contaminée par l'horreur en question. Un des mineurs justement, en l'occurrence vu la casquette et la tenue et la pioche. Donc ça veut dire que c'est véritablement une horreur particulière qu'on va devoir trouver. Donc c'est intriguant, ça donne envie justement d'aller jusqu'au bout. Donc on continuera pour laisser non pas numéro 2 comme c'est écrit ici en bas à droite, mais pour laisser numéro 3. C'est pas une super bonne nouvelle déjà de voir qu'on a échoué les 2 premiers essais aussitôt et qu'on a vu si peu de choses finalement. Ça veut dire que ça va être assez difficile quand même d'arriver au bout de ce livre. Donc on va y aller petit à petit, on va faire des vidéos peut-être un peu plus courtes ou parfois un peu plus longues, je ferai en fonction de l'envie. Et en tout cas, on reprendra donc depuis le début pour essayer d'aller plus loin sur le prochain essai. Je vous dis donc à la prochaine fois pour le prochain épisode de Aventure Hardcore.